BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Les réponses de Jean-Philippe Dubosc qui est resté avec nous, tout sur mes finances, tout sur mesretraites.com. Jean-Philippe, beaucoup de questions d'auditeurs. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Question de Lucien. Il nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com. Alors Lucien, son père est décédé. Il se demande comment il peut savoir s'il a souscrit un contrat d'assurance vie. C'est une bonne question parce qu'il y a plein de bénéficiaires de contrats d'assurance vie qui ne le savent pas, figurez-vous. Vous savez que d'abord, il y a aucune obligation de désigner un bénéficiaire de son contrat d'assurance vie qui percevra donc les sommes à votre décès. Et il n'y a pas de communication obligatoire non plus. Donc c'est vrai que la question se pose. Alors moi ce que je conseille à Lucien, c'est très simple, c'est que justement il y a eu un système qui a été mis en place par les assureurs via une association qu'ils ont créée, qui s'appelle l'AGIRA. Ça veut dire Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance. Ils ont un site internet qui s'appelle agira.asso.fr. En fait, il faut simplement leur écrire. C'est un courrier simple, c'est entièrement gratuit. C'est même pas la peine de le faire recommander. Vous mettez Lucien vos noms, prénoms, adresse. Vous mettez également le prénom, nom et adresse de votre papa. Et puis vous mettez une copie du certificat de décès. Vous envoyez tout ça, j'allais dire. Et puis ils ont 15 jours pour vous dire si il y a un contrat d'assurance vie à votre nom. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand même il y a encore 4,6 milliards d'euros qui dorment comme ça parce qu'ils n'ont pas été réclamés. Donc il y a une loi. Contrat en déshérence. Exactement. C'est ce qu'on appelle les contrats d'assurance vie en déshérence. Exactement. Donc il y a une loi du 13 juin dernier sur justement les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie en déshérence et qui va faire que notamment à partir du 1er janvier 2016, les notaires dans le cadre de la succession vont être encouragés à consulter un fichier central des contrats d'assurance vie. C'est pour ça qu'on met un petit peu de temps, c'est pour ça que c'est que 2016 parce qu'il faut le constituer ce fichier où il devrait y avoir tous les contrats d'assurance vie recensés et donc le notaire consultera ce fichier et vous dira si vous êtes bénéficiaire ou non d'un contrat d'assurance vie. D'accord. Et je peux savoir si je ne suis pas bénéficiaire du contrat d'assurance vie, s'il existe quand même un contrat d'assurance vie. Est-ce que même sans en être bénéficiaire, je peux connaître son existence? Ah ben non, c'est des données complètement confidentielles. Vous savez que l'un des intérêts justement du contrat, parmi les nombreux intérêts du contrat d'assurance vie, c'est que vous pouvez bénéficier qui vous voulez, pas forcément vos proches, pas forcément des personnes qui ont des liens familiaux, ça peut même être une association. Vous pouvez aussi alors après vous savez il y a toute une jurisprudence parce qu'il faut pas non plus que vous déshéritiez. Voilà, c'est ça c'est-à-dire qu'il faut que ça soit quand même des bénéficiaires mais à une certaine somme. Je crois que c'est en Angleterre, il y a des produits financiers qui permettent de faire hériter son animal domestique. Ah oui, ça m'étonnerait pas. Pas le cas en France. C'est pas encore le cas, non, il faut que ça soit une personne morale, une personne physique, c'est pas le toutou qui peut, non. Voilà donc pour les questions d'assurance vie. On a une question à présent de Michel qui nous envoie le serpent de mer habituel des questions patrimoniales. Est-ce que les œuvres d'art vont être prises en compte dans l'ISF? C'est normal que Michel se pose la question parce que là il y a eu effectivement, mais non, mais il y a eu l'examen du projet de loi de finances pour 2015 et là il y a eu également un amendement. Alors pour la petite histoire, ça a été un amendement qui a été présenté par des députés UDI en commission des finances, qui a reçu le soutien de la rapporteure, puisque c'est une femme, PS, Valérie Rabault, et puis cette fois-ci non plus. Alors Michel, vous êtes tranquille, les œuvres d'art, les objets de collection et les antiquités ne sont pas intégrés dans la base taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune au nom du soutien à la création artistique et au marché français de l'art. Il ne faut pas que nos œuvres d'art filent à l'étranger, en clair. BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Question de Ella. Elle a acheté un appartement avec ses parents et elle veut savoir si elle aura le droit aux APL. Oui, ça peut être étonnant parce que quand on est propriétaire, on n'a pas le droit aux APL. Ça serait quand même, on peut pas se louer soi-même et avoir des aides. Vous voyez, ça serait quand même un petit peu compliqué. Alors, je pense que Ella, ce qu'elle veut dire, c'est que elle a fait une SCI, une société civile immobilière avec ses parents. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Et effectivement,
et ça a été précisé il n'y a pas très longtemps, si sa part c'est moins de 10% de la SCI, et figurez-vous qu'elle a le droit effectivement aux APL. Si elle a une déclaration à part de ses parents, ce qui à mon avis doit être le cas, et si effectivement elle a des faibles revenus, du coup elle peut rentrer effectivement des APL. Alors quand j'ai dit que les propriétaires n'avaient pas le droit aux APL, je mens un petit peu, parce que dans certains cas, figurez-vous que vous avez le droit. Si vous avez eu un prêt conventionné et un prêt d'accession sociale, alors ce sont des prêts bancaires mais sous convention de l'État et qui sont soumis à des conditions de ressources, donc en gros c'est pour permettre aux gens aux revenus modestes d'accéder à la propriété, d'avoir leur résidence principale, et bien dans certains cas, alors toujours pareil sous conditions de ressources, on peut être propriétaire et avoir effectivement des APL. Voilà donc, et là, pour cette petite notion concernant l'aide au logement. Une autre question encore plus pratique, question d'Adèle. Alors Adèle, elle a reçu un bon de prise en charge pour le vaccin contre la grippe. Et elle se demande si ce bon de prise en charge rend le vaccin vraiment gratuit. Oui, c'est d'actualité, parce que en fait la sécurité sociale et on va dire toutes les assurances maladies ont envoyé effectivement leur bon de prise en charge. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement en France, le vaccin anti-grippe est pris en charge pour les personnes de plus de 65 ans, pour les femmes enceintes et pour les personnes qui sont atteintes de pathologies graves. Donc vous le recevez en fait, c'est automatique. Vous le recevez dans votre boîte aux lettres, vous avez un bon de prise en charge, vous allez chez votre pharmacien qui vous donne effectivement gratuitement le vaccin. En revanche, l'acte médical, la piqûre, là il faut que vous alliez chez le médecin ou chez un infirmier, et là c'est pas remboursé à 100%, c'est remboursé comme une consultation normale, donc de l'ordre de 70% pour un médecin et 60% pour les infirmiers. Alors sauf si vous avez une maladie grave, une ALD, une affection de longue durée, ou là, mais c'est parce que là, vous êtes pris en charge à 100%. Ça n'a rien à voir avec la grippe, ça a à voir avec d'une manière générale, exactement. Voilà donc pour cette question à la frontière de la consommation et du monde des placements. Joseph, qui s'intéresse aux frais de notaire, il a entendu dire que ça allait baisser et il veut savoir si c'est vrai. Oui, c'est le rêve, ça. C'est un peu le rêve. Alors oui, non, mais je comprends, parce que effectivement, Emmanuel Macron, notre cher ministre de l'économie, a présenté, vous savez, il n'y a pas très longtemps, sa loi son projet de loi sur les professions réglementées, qui devrait être voté fin décembre. Et dans ce projet de loi, il y a la volonté d'encadrer les frais notaires. Donc, ce que le ministre propose, c'est qu'il y ait un plafond maximum. Donc, les notaires pourraient pas exiger un certain plafond, et puis il y aurait aussi un plancher, parce que c'est pour éviter le dumping. Alors pour l'instant, les notaires ils sont pas très contents. Il se trouve qu'au même moment en fait il y avait le Conseil supérieur du notariat qui avait son assemblée générale, donc ils en ont un petit peu profité et ils ont dit non, alors d'accord, on veut bien que à partir d'une certaine somme que là effectivement les frais soient minorés, ce qui du coup avantagerait les fortes acquisitions, donc les personnes aux forts revenus, ce qui serait un petit peu paradoxal, mais autrement c'est pas la peine. Ils ont quand même glissé que c'était aussi l'État qui l'année dernière avait fortement augmenté les frais notaires. On comprend un peu, et puis non, ils ont de mutation. Voilà, et puis ils ont juste dit ok, autrement, au lieu qu'il y ait seulement 20 offices créés par an, on va en créer 300, histoire de mettre un petit peu plus de concurrence. Bon, on rappelle quand même que sur les 100 € qu'on verse chez le notaire, il n'y en a pas 100 qui vont dans la poche du notaire. Ben non, c'est 0,865%. Voilà, le reste, ce sont directement les différents organismes publics qui le reçoivent. On a une dernière question de Laurent, on va essayer de lui répondre en 45 secondes, on va dire. Laurent, il se demande si le cumul emploi-retraite reste intéressant, il va être réformé au 1er janvier prochain. Qu'est-ce qu'il doit faire avant cette date du 1er janvier 2015 ? Voilà, alors effectivement, juste pour faire très vite, jusqu'à présent, il y avait la possibilité quand vous changiez de statut à la retraite, que donc vous aviez une activité mais sous un nouveau statut, de cotiser, de vous créer des nouveaux droits à la retraite et donc du coup de vous créer une seconde pension. Et à partir du 1er janvier 2015, ça sera pas possible, même si vous changez de statut, vous pourrez toujours prendre une activité, cotiser, mais cotiser à fond perdu, ça vous crée pas des nouveaux droits à la retraite. Et malheureusement, c'est trop tard, parce que une demande de retraite, donc il faut avoir liquidé sa retraite avant le 1er janvier 2015. Ça prend 3-4 mois. On est presque en novembre. J'ai bien peur que c'est trop tard. Pour tout le monde ?
Pour tout le monde. Non mais je vois où est-ce que vous voulez en venir. Non mais je vois, ça c'est voilà. Effectivement, il y a quelques cas. Alors là, on passe sur les danseurs de l'Opéra de Paris parce que c'est depuis ce matin, c'était au JO, donc là c'est vraiment très particulier. Non, il y a les élus locaux, effectivement, qui ont le droit. Je vous vois venir. Il y a les élus locaux qui ont le droit parce que c'est pas considéré un mandat, n'est pas considéré comme une activité en fait. Voilà. Donc c'est ce que la loi dit. Eux pourront continuer de faire ce que les autres ne peuvent plus. Et voilà. Voilà. Le 1er janvier. Voilà, vous avez tout compris. Jean-Philippe Duboc pour tout sur mesfinances.com. Merci beaucoup Jean-Philippe. Les questions c'est sur notre site internet bfmbusiness.com. Le CAC 40, 4113 points. Il perd 0,37%. Dans un instant, Edwige Chevrillon et les marchés de retour. Avec Grégoire Favet tout à l'heure, on vous rappelle l'ouverture de New York. 1 heure d'avance en ce moment, 14h30. Ça va durer une petite semaine. C'est une question de passage à l'heure d'hiver. À demain.